Fidèles téléspectateurs, si vous nous rejoignez, bonsoir et bienvenue dans votre édition d'information de ce vendredi 26 juillet 2019. À la une de l'actualité, le groupe de la Banque africaine de développement et le gouvernement du Mali, à travers Dr Boubou Cissé, Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, ont procédé ce jeudi 25 juillet 2019 dans la salle des conférences de la primature à la signature du protocole de financement partiel du projet d'aménagement de la route transsaharienne section Bourem-Kidal de 285,43 km. La cérémonie de signature a vu la participation du ministre des infrastructures et de l'équipement et le représentant de la délégation de l'Union européenne. Pour plus de précisions, suivant les interventions de Ali Louis Djoussou, responsable pays Banque africaine de développement, et Dr Boubou Cissé, Premier ministre du Mali. Écoutons-les au micro de Samaïra Sanogo et Foussine Keïta. C'est un réel plaisir pour moi de me trouver dans vos locaux pour la signature de l'accord de don de l'Union européenne relatif au projet d'aménagement de la branche malienne de la route transaérienne RTS phase 2. Permettez-moi, Excellence, Monsieur le Premier ministre, de vous adresser au nom du Dr Akiwumi Adesina, président du groupe de la Banque africaine de développement, toutes nos félicitations pour cette performance. Ce projet est stratégique et capital pour la stabilité politique du Mali et de la sous-région ouest-africaine tout entière. Les régions de Gao et de Kidal, zones de projet, sont enclavées, confrontées à l'insécurité alimentaire, à la faiblesse d'aménagement territorial, au manque d'emplois viables et à l'absence des services sociaux de base. Ces facteurs de vulnérabilité structurelle et endémique trouveront certainement des réponses par l'aménagement de la route. C'est donc à juste titre que la route du projet a été baptisée Route de l'Unité nationale par le gouvernement du Mali. Ce projet est une grande opportunité pour la pacification du Sahel, mais il est en même temps un défi. Compte tenu de sa particularité, ce projet est une occasion pour la Banque de capitaliser des leçons et connaissances sur comment la Banque peut aider à créer le développement dans un environnement d'extrême fragilité qui ne permet pas de garantir la conformité à ces politiques. La RTS2 consiste essentiellement au bitumage de 285,83 km de route entre Bourem et Kidal qui enregistre un trafic appelé à croître étant donné les potentialités agricoles et agro-pastorales de la zone concernée. L'excellence des relations de coopération entre le gouvernement de la République du Mali et le groupe de la Banque africaine de développement, et particulièrement la Commission européenne, se trouve encore une fois illustrée par cette cérémonie qui revêt une signification singulière pour l'accompagnement de notre pays dans ses efforts de développement économique et social. Par cet accord de financement de dons que nous venons de signer, d'un montant de 70 millions d'euros, soit environ 49 milliards 91 millions de francs CFA, la Commission européenne, à travers la Banque africaine de développement par délégation de gestion, vient de confirmer une fois de plus son adhésion et son soutien aux politiques et stratégies de développement du gouvernement de la République du Mali. Cet accord de financement contribue assurément à la mise en œuvre réussie du cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable CRED pour la période 2019-2023, notamment en son axe 2. La paix, la sécurité et le renforcement du vivre ensemble, et aussi son axe stratégique 3, la croissance inclusive et la transformation structurelle de l'économie par le développement des réseaux d'infrastructures. Il est important de rappeler que le montant global du projet est de 110,52 millions d'unités de compte, soit un montant de 132,85 millions d'euros, environ 87,14 milliards de francs CFA. La Banque africaine de développement intervient sur financement du Fonds africain de développement FAD et du Fonds d'assistance technique FAT pour 39,55 millions d'unités de compte, soit un montant de 47,54 millions d'euros, environ 25,95 milliards de francs CFA, et la Commission européenne pour un montant de 70 millions d'euros.
La République du Mali apporte un financement de 12,73 millions d'unités de compte, soit 15,30 millions d'euros, environ 10 milliards 036 millions de francs CFA, pour prendre en charge les coûts de sécurisation de la zone, les frais d'expropriation, de suivi de la mise en œuvre du plan de gestion environnementale et sociale et de fonctionnement de l'unité de gestion du projet. Le projet d'aménagement de la section Borem-Kidal de la branche malienne de la route transsaharienne est une infrastructure au centre d'enjeux économiques, sociaux, politiques et sécuritaires à l'échelle du continent. Cette route est située sur les corridors transafricains Alger-Lagos et Dakar-Djibouti, identifiés comme prioritaires par le Programme de développement des infrastructures en Afrique, PIDA, pour atteindre les objectifs du NEPAD à l'horizon 2020. La branche malienne de la route transsaharienne, longue de 2461 km, comprend des sections qui vont vers le Niger, d'environ 203 km, à savoir Gao, Ansongo, Labezanga, construites sur les ressources du FED, et celles qui vont vers l'Algérie de 741 km. Le présent projet constitue la phase 2 de l'aménagement de la RTS et concerne le tronçon Borem-Kidal, long de 285,83 km. Sa réalisation permettra de résoudre des problèmes majeurs de paix, de sécurité, de développement économique et social et de fragilité. C'est un projet qui est perçu par le gouvernement du Mali comme étant un des facteurs de l'unité nationale, de paix et de cohésion sociale. Parlons d'autres actualités. Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, accompagné d'une forte délégation, a effectué une visite de terrain au centre d'orientation professionnelle de coupe-couture. C'est jeudi 25 juillet. Le dit centre accueille 800 apprenants, dont une cinquantaine de l'AMP. Pour plus de détails, voyons ce reportage signé Mamadou Ben Chérif Soumanou et Abdoulaye Sougoudogou. Mais la voix est offerte à Moussa Fomba. Constater de visu la qualité de la formation dispensée par le Centre d'orientation professionnelle de coupe-couture et rassurer celui-ci de son accompagnement, tel est l'objectif de cette visite du ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Quant au promoteur du centre, il a apprécié à juste titre cette initiative avant d'ajouter que la prochaine promotion sera dédiée au ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle en guise de reconnaissance. Eh bien, je suis très satisfait de recevoir monsieur le ministre. Au moins, j'ai vu quelqu'un qui connaît le COPEC, comme il a dit devant vous tous, il a connu le COPEC quand il avait 8 ans. Donc cela veut dire que j'étais avec un connaisseur que j'ignorais moi-même. Donc je suis très satisfait de sa visite et de sa déclaration et de son témoignage. Le COPEC de sa création en septembre 1972, bientôt 47 ans, le COPEC a 800 élèves aujourd'hui. Alors 400 le matin, 400 l'après-midi, et un autre centre annexe à Irimadio pour les gens de la rive droite. Le ministre a exprimé tout son satisfait quant à la qualité de la formation dispensée. Il a par ailleurs prodigué de précieux conseils aux apprenants afin de faire bon usage des acquis. C'est un centre que j'ai connu il y a 47 ans. Revenir ici aujourd'hui, trouver qu'il y a 800 jeunes en formation ici. Sambou Fouane, c'est le champion de formation en matière de coupe-couture. Nul à Bamako ne peut dire qu'il ne connaît ça. Tout le monde connaît le COPCC. Je suis venu voir les apprenants de l'ANPE, 50, au nombre de 50, mais voir aussi toutes les filles qui sont là. La tenue du langage de la vérité, le langage du travail. Si tout le monde suit ce qui se fait ici depuis des années, je pense qu'on aura chaque année des promotions qui sortiront d'ici et qui pourront être insérées facilement. La plupart des jeunes que l'ANPE a placés ici, elles sont 50, j'ai dit, sont déscolarisés ou n'ont même pas été à l'école. Donc c'est le lieu de dire à tout le monde qu'au Mali, tout le monde a sa place au niveau de la formation professionnelle. Les scolarisés, les non scolarisés et les déscolarisés. Donc nous allons travailler sur ça et je remercie Sambou pour ce qu'il fait ici, toujours. Je veux dire qu'on a encore besoin de lui parce que 800 jeunes en formation, c'est impressionnant. Aux élèves surtout, le sérieux, l'engagement, l'abnégation, il faut aimer le travail qu'on fait et je pense que ce que nous voyons et ce que les images vont dire à ceux qui vont regarder la télé, ils verront ce qui se fait ici. A noter que le centre d'orientation professionnelle de coupe-couture a vu le jour il y a de cela une quarantaine d'années.
Parlons toujours de l'économie. La Banque de développement du Mali, BDM SA, dans son programme de responsabilité sociale, a procédé ce jeudi 25 juillet 2019 à une remise des kits au premier convoi de pèlerins de la filière gouvernementale. La cérémonie de remise s'est déroulée à l'aéroport international Modibo Keïta de Bamako-Sénou en présence du ministre des Affaires religieuses et du culte, des responsables du Haut Conseil islamique du Mali et ainsi que plusieurs autres personnalités. Reportage Fatoumata Yayakane, c'est Lumière. La tradition a été respectée par la BDM-SA dans l'accompagnement des pèlerins au titre de l'édition 2019. Des sacoches et guides pratiques du pèlerinage sont entre autres gestes faits par la BDM-SA destinés au premier convoi des pèlerins de la filière gouvernementale qui a pris son départ dans la matinée de ce jeudi 25 juillet pour l'accomplissement du 5e pilier de l'islam sur la terre sainte d'Arabie Saoudite. Occasion pour ces derniers d'exprimer leur joie. Je leur dis merci beaucoup. Ce qu'ils ont fait, c'est très bien. Le travail là, ça a été magnifique. Je les remercie infiniment. Les responsables du Haut Conseil islamique du Mali ont profité de ces moments opportuns pour témoigner de leur satisfaction à la BDM-SA ainsi qu'aux plus hautes autorités du pays. Ils ont par ailleurs prodigué des précieux conseils aux pèlerins. On est venu au nom du Haut Conseil islamique pour dire au revoir aux pèlerins et pour demander aux pèlerins de faire la bénédiction à notre chère patrie et en même temps de s'occuper à leur adoration sur la terre sainte et en même temps de demander aux pèlerins de se comporter avec les bons comportements parce que chaque pèlerin représente un ambassadeur du Mali, un ambassadeur de son pays sur la terre sainte. Surtout sur la terre sainte, beaucoup de communautés se rencontrent là-bas. Donc chacun doit se comporter pour donner la bonne image de son pays. La BDM a accompagné le ministère des Affaires religieuses pour améliorer l'état et la condition du pèlerinage et des pèlerins en donnant des kits qui est composé de ces sacs, en même temps les calepins et en même temps les portefeuilles qui peuvent protéger les biens et les objets des pèlerins. Donc la BDM SA collabore chaque année avec l'État pour mieux organiser les pèlerinages. Ces gestes de reconnaissance à l'endroit des pèlerins s'inscrivent dans le cadre d'un partenariat entre la BDM-SA et la Maison du Hajj dans son programme de responsabilité sociale. Ça fait des années maintenant que la BDM accompagne les pèlerins chaque année. Donc c'est une bonne chose parce que dans le cadre de sa politique de responsabilité sociale, donc la banque elle accompagne des activités sociales et donc le pèlerinage ça fait partie de cette activité-là. Et donc c'est un plaisir pour nous de pouvoir les accompagner chaque année en rapprochant les services bancaires dans la maison du Hajj. Donc on est présent sur place pour faciliter les procédures d'inscription des pèlerins. Le ministre en charge des Affaires religieuses et du culte s'est réjoui de cette collaboration ainsi que la présence de l'équipe du Haut Conseil islamique du Mali à ses côtés. Et avec l'accompagnement d'un établissement bancaire de la place qui est la BDM, vous avez vu les kits distribués aux pèlerins, Turkish Airlines et la présence du Haut Conseil islamique en la personne de son premier vice-président. Et donc je pense qu'aujourd'hui c'est un grand jour. Ces hommes et femmes qui partent ainsi, c'est pour aller se purifier. Et nous souhaitons que cette purification soit de cœur d'esprit aussi pur qu'il puisse apporter les meilleures bénédictions pour ce pays, pour le président de la République, pour la paix, l'unité nationale. Et que les autres vols qui suivront se fassent, tout cela en les confiant au Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils aillent bien et retourner trouver ce pays dans le bonheur, la joie. La cérémonie a pris fin par la visite des pèlerins à bord de l'avion sur le tarmac de l'aéroport international Modibo Keïta de Bamako-Sénou par le ministre de tutelle et sa délégation ainsi que des séances de bénédiction. Bien, bon aller-retour à tous les pèlerins.
Autre actualité, le président du Haut Conseil islamique du Mali, guide spirituel des Ansars, a reçu en audience une délégation des membres de la Ligue populaire et sociale des tribus du Grand Sahara le mercredi 24 juillet à son domicile de Bankoni Djanguine-Bougou en commune 1 du district de Bamako, couplé à un dîner. Cette visite de courtoisie intervient après large échange avec certaines autorités de notre pays, notamment le président de l'Assemblée nationale, le ministre des Affaires religieuses et du culte, ainsi que le ministre de la Cohésion sociale, de la paix et de la réconciliation nationale. Reportage Lotou Sidibé, c'est avec la voix de Al-Hamidou Badini. La Ligue populaire et sociale des tribus du Grand Sahara, dont le siège se trouve à Tombouctou, est une association créée le 10 avril 2006. Cette visite de courtoisie s'inscrit dans le cadre de la recherche de la paix et de la stabilité et témoigne également de la volonté des légitimités traditionnelles et religieuses à contribuer à la restauration de la cohésion sociale. Les légitimités traditionnelles, c'est les chefs traditionnels, les sultans, et aussi les chefs religieux de la sous-région. Nous avons ici le Niger, nous avons le Tchad, nous avons la Côte d'Ivoire, et puis nous avons la Libye, notre grand ami Ramadan. Ils sont venus au Mali parce qu'on considère que ces légitimités traditionnelles, ces notables de l'Afrique, doivent obligatoirement aider à lutter contre tout ce qui déstabilise l'Afrique. L'occasion était opportune pour les hôtes du jour d'échanger leurs expériences dans le domaine avec le président du Haut Conseil islamique du Mali, non moins président du groupement des leaders spirituels, Saïd Chérif Ousmane Madani Aïdara. Auparavant, ils avaient échangé avec certaines personnalités du Mali sur la situation sécuritaire des pays de la sous-région. Nous remercions le Cheikh Chérif d'avoir nous invités à dîner chez lui. C'est un chef religieux et nous sommes de croyants, nous sommes de musulmans. Donc nous avons répondu promptement à son invitation. Et aujourd'hui, nous avons partagé des joies, et des esprits et des idées. Parce que les chefs traditionnels avec les chefs religieux sont liés. Notre objectif commun, c'est la paix. Donc nous avons échangé avec les cheikhs pour qu'ensemble que nous allons constituer une force dynamique, redoutable contre le mal qui gangrène dans la sous-région. Cette rencontre de la délégation de la Ligue populaire et sociale des tribus du Grand Sahara chez le guide spirituel des Ansars a pris fin par les bénédictions d'usage. Bien, comme tous les jours, nous vous proposons le tour du monde de l'actualité sur la scène internationale. C'est en plus bref et en images, commenté par Moussa Fomba. Le député d'opposition et chanteur Robert Kyagoulani alias Bobi Wine a annoncé mercredi son intention de briguer la présidence dans 2 ans. Une candidature de défi à l'encontre de l'actuel chef de l'État Yoweri Museveni. C'est un véritable bras de fer personnel que le député engage avec le président. Les propos tenus par le premier l'illustrent à suffisance. L'Ouganda était là avant la dictature et il sera là après, a déclaré le futur candidat. La constitution a d'ailleurs été modifiée récemment sur initiative du parti au pouvoir, ce qui permet à Yoweri Museveni de briguer un nouveau mandat en 2021, alors que son parti, le Mouvement de la Résistance nationale, l'a déjà invité à le faire. Bobi Wine affirme connaître les dangers auxquels il va faire face en défiant Museveni, lui qui a déjà connu plusieurs démêlés avec le régime. L'armée soudanaise continue d'arrêter les membres du régime soupçonnés d'avoir participé à un coup d'État officiellement déjoué le 11 juillet dernier. Les informations restent encore très limitées sur cette 3e tentative de coup d'État. Les militaires au pouvoir ont annoncé mercredi avoir arrêté le chef d'état-major des armées, le général Hachim Abdelmoutalib, plusieurs agents du service national de renseignement et de sécurité, des dirigeants de mouvements islamistes et du parti du Congrès national de l'ex-président Omar El-Béchir. On ignore le nombre exact. Mercredi, la
junte a promis que le détenu serait interrogé et présenté devant la justice pour avoir aidé le retour au pouvoir de l'ancien régime du Parti du Congrès national. Une économie aux abois, des populations désillusionnées et une nostalgie de leur passé au Zimbabwe. Près de 2 ans après le départ de Robert Mugabe, l'économie attend son miracle. Le gouvernement, lui, s'est dit à pied d'œuvre pour réduire la situation du pays. Les jours se suivent et se ressemblent au Zimbabwe. Les lignes interminables devant les magasins de produits de première nécessité, les pénuries d'électricité, de carburant ou encore la pénurie de devises sont des scènes devenues banales dans le pays. Pour certains analystes, il est temps que les autorités mettent fin à la subvention de certains produits comme l'électricité. Pour le gouvernement, l'équation n'est pas aussi simple que cela, car les risques de protestation d'envergure qui ont fait chuter Robert Mugabe couvrent sous les mesures d'austérité. Comme alternative, Harare s'est fermement engagé contre la corruption, dépeinte comme l'un des maux les plus pressants de l'économie zimbabwéenne. Plus de 100 migrants sont portés disparus après un naufrage survenu jeudi au large de la Libye. Près de 150 autres ont été secourus. Selon l'Organisation des Nations Unies, il s'agit de la pire tragédie en Méditerranée depuis le début de l'année. Pour l'Organisation internationale des migrants, 145 migrants ont été secourus par les gardes-côtes libyens et ramenés vers Homs. Certains survivants ont raconté que leur bateau avait coulé et qu'il y avait encore à bord quelques 150 migrants, un drame qui porte à 426 le nombre de morts en Méditerranée en 2019. Au dire du général Ayoub Kassem, porte-parole de la marine libyenne, 134 migrants ont été secourus et encore repêchés, alors que 115 migrants sont portés disparus. Avant le naufrage annoncé jeudi, le HCR et l'OIM avaient fait état d'au moins 426 personnes mortes en tentant de traverser la Méditerranée depuis le début de l'année. Le président algérien par intérim Abdelkader Ben Salah a nommé jeudi une commission de 6 personnalités chargées de superviser un dialogue national. Aucune figure de la contestation n'en fait partie. Selon le communiqué publié jeudi par l'agence officielle APS, M. Ben Salah a reçu le même jour à Alger les membres du panel des personnalités appelés à mener ce dialogue composé notamment de Karim Younes, ex-président de la Chambre basse et ancien ministre d'Abdelaziz Bouteflika, Fatiha Benabou, professeur de droit public, et Ismaël Lamlas, chef d'entreprise. Y figure également Bouzid Lazari, professeur de droit public et ancien parlementaire de la Chambre haute, ainsi qu'Abdelwahab Ben Jalloul, syndicaliste de l'enseignement, et Azedine Ben Assa, universitaire. M. Ben Salah, dont l'intérim a constitutionnellement pris fin le 9 juillet, avait proposé un processus de dialogue conduit et mené en toute liberté et en toute transparence et sans la participation de l'État ni de l'armée. Après la prise de fonction du nouveau Premier ministre britannique, Bruxelles et Paris ont réaffirmé que l'accord de divorce conclu avec le Royaume-Uni était le seul possible pour l'UE, bien que Boris Johnson l'ait qualifié d'inacceptable. Le président Juncker s'est entretenu au téléphone avec ce dernier et après l'avoir écouté, lui a dit que l'accord de sortie était le meilleur et le seul possible pour l'UE. Et de son côté, le négociateur de l'UE, Michel Barnier, a également averti que les demandes de modification de l'accord de divorce formulées par le Premier ministre britannique Boris Johnson était inacceptable et l'UE devait se préparer à une sortie du Royaume sans accord. C'est ainsi que s'achève votre édition de ce vendredi. Merci à vous de l'avoir suivi. D'un moment à l'autre, vous pourrez suivre le journal en langue nationale bamanankan avec Mamadou Ben Cherif Soumano. Quant à moi, je vous souhaite de passer un excellent moment en compagnie des programmes de Cherif la télévision.